Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de deux méthodes de gestion des collisions entre joueurs et les éléments du décor, comme par exemple les murs d'un donjon. Ces collisions elles doivent être très précises, d'où le terme de pixel perfect. Alors pixel perfect, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? On va dire qu'une collision est dite pixel perfect s'il n'y a ni chevauchement ni espace entre les deux éléments qui entrent en collision. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le type de collision que nous allons voir aujourd'hui est très différent des hitbox que nous avons déjà vus dans une autre vidéo, qui permettent au contraire de détecter s'il y a chevauchement entre deux objets, comme par exemple lorsqu'un joueur se fait toucher par un ennemi. Alors avant toute chose, et avant de se plonger dans le code, nous allons mettre en place une map avec des murs qui représentent des zones infranchissables par le joueur, et nous allons voir deux méthodes permettant de gérer les collisions avec ces murs. La première méthode, et celle qui m'intéresse le plus, je l'appelle la collision virtuelle, c'est-à-dire sans contact objet-objet. Pour cela, nous utiliserons un tableau représentant notre map. Le code est très performant et il est surtout transposable vers d'autres langages, comme par exemple si vous utilisez du Lua avec Love2D ou du C++ avec le framework Relib. Le point négatif est que vous devez gérer votre map à l'ancienne, mais en tout cas, c'est un bon apprentissage. La deuxième méthode est une méthode que vous utiliserez quasi obligatoirement si vous utilisez un moteur de jeu. Il s'agit d'une collision objet-objet qui nécessite donc l'utilisation de fonctions de collision propriétaires, c'est-à-dire spécifiques du moteur de jeu que vous utilisez. Par contre, le code, là, dans ce cas-là, n'est pas transposable vers d'autres systèmes de création de jeu. Ici, nous verrons comment faire avec GameMaker. Cette méthode présente une complexité proportionnelle au nombre d'objets à l'écran et les performances baissent lorsque le nombre d'objets augmente. Ces objets sont transparents et sont placés au-dessus des murs du décor que vous avez réalisé avec un tileset. Comme je viens de vous le dire, la complexité est linéaire, car à chaque instant, nous vérifions uniquement si le joueur est en collision avec un autre objet. Dans le cas où n'importe quel objet à l'écran pourrait rentrer en collision avec n'importe quel autre objet, alors la complexité serait différente. Elle ne serait plus linéaire, mais proportionnelle au carré du nombre d'objets, et donc nécessiterait beaucoup plus de performance. Donc nous voici devant une scène qui fait 160 pixels de large sur 112 de haut. Chaque élément sera aligné sur une grille de 16 pixels de côté, ce qui nous fait 10 cases en largeur sur 7 cases en hauteur. Donc sur cette scène, j'ai rajouté à partir d'un tileset un décor. Donc vous voyez un décor de donjon qui représente des murs. Et à l'intérieur de cette scène, on va rajouter le seul et unique objet qui sera le joueur. Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous allons lancer le jeu et voir ce que ça donne avec la méthode numéro 1 et nous allons regarder les performances en même temps. Ok. Donc vous voyez ici que j'ai mon personnage, mon joueur qui peut se déplacer dans la scène et vous voyez que on a bien une collision parfaite, hein. Il n'y a aucun espace ni aucun chevauchement et vous pouvez voir en haut à droite que le jeu tourne environ entre 20 et 22 000 fps, ce qui est beaucoup. Tout ça parce que dans cette scène il n'y a qu'un seul objet à gérer. Nous allons voir maintenant ce qui se passe avec la méthode numéro 2. Donc j'ai désactivé la partie du code de la méthode numéro 1 et j'ai activé la partie de code pour la méthode numéro 2. Donc là pour l'instant la scène est identique, il y a un seul objet. Donc je vais lancer le jeu pour voir et donc vous voyez que là il n'y a plus de collision avec les murs. En tout cas ce sont des faux murs bien entendu puisque ce ne sont pas des objets, hein, c'est juste un décor. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qu'il y ait collision, objet-objet, il faut rajouter des objets murs. Donc c'est ce qu'on va faire. On va rajouter des objets murs, comme ceci, qui sont semi-transparents. Voilà. Sur chacun des murs, au-dessus de notre tileset, on va rajouter des murs. Bon voilà, c'est déjà fini, j'ai accéléré un petit peu le mouvement pour aller plus vite. Donc j'ai rajouté tous mes objets murs par-dessus mon tileset. Et on va voir ce que ça donne et on va regarder également les performances. Donc déjà première chose, c'est que vous voyez que ça fonctionne, n'est-ce pas? Voilà, ça fonctionne, on est bien en pixel perfect comme tout à l'heure. Voilà,
Au niveau des performances, vous voyez que ça oscille entre 15 et 20 000, donc même un petit peu moins par moment. Donc vous voyez que c'est déjà un petit peu moins performant que ce que nous avions tout à l'heure. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va modifier un petit peu le nombre d'objets pour voir ce qui se passe lorsque le nombre d'objets augmente. Alors pour pouvoir ajouter beaucoup d'objets mûrs sur la scène sans devoir l'agrandir ou m'embêter, ce que je vais faire, c'est simplement ici rajouter une petite boucle for qui va me rajouter 5000 murs. 5000 murs au même endroit, ils vont tous être superposés les uns sur les autres. Donc du coup, on va lancer le système, on va voir ce que ça donne en mode debugger. Et on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc vous voyez en bas à droite, ici il y a un gros carré rouge parce qu'en fait il y en a 5000 qui sont superposés là à cet endroit là. Et regardez les performances, donc en haut à droite, on est passé à 2200 et quelques FPS. Donc on est passé de près de entre 15 et 20 000 à 2200. Donc on a divisé par 8 voire 10 les performances en rajoutant tous ces objets. Alors maintenant je vais vous montrer un petit truc assez intéressant, vous allez voir. Donc ici j'ai ma scène, vous voyez que les murs en rouge, ils n'ont absolument aucun intérêt à être visibles, ils servent à rien, hein. Ils sont juste là pour gérer les collisions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver la couche sur laquelle j'ai placé ces objets. Donc le fait de les désactiver, ça veut simplement dire que ils ne seront plus affichés pendant l'exécution du jeu. Et là, on va relancer le jeu en mode debugger et on va regarder ce qui va se passer. Donc vous voyez que là, bon, ça fonctionne toujours, hein. Mes objets sont toujours en fait là, mais ils sont devenus transparents. Et regardez au niveau des performances, on est passé de 2200 à 5400. Alors pourquoi est-ce qu'on a doublé les performances? Tout simplement parce que dans le jeu, il y a deux fonctions qui tournent en boucle, c'est la fonction update et la fonction draw. Donc la fonction update, en gros, elle s'occupe simplement de gérer les calculs, donc là les collisions avec mes objets. Et la fonction draw, elle s'occupe d'afficher les objets. Donc là, ce que j'ai fait en n'affichant plus mes objets, j'ai déchargé ma fonction draw de cette tâche et donc du coup on a doublé les performances. Donc vous voyez que les objets mûrs, on n'a pas besoin de les afficher, il suffit simplement qu'ils soient là pour gérer les collisions. Maintenant que nous avons vu le résultat de chacune des deux méthodes, nous allons faire un petit peu de théorie pour comprendre comment est-ce qu'on va programmer ce système de collision. Pour commencer, quelques petits rappels sur la structure de votre scène de jeu. Vous voyez ici qu'elle est représentée, ma scène, par deux axes OX et OY avec l'origine de ce repère qui est en haut à gauche. Vous voyez que j'ai également représenté la grille sur laquelle nos objets vont venir se placer. Elle est constituée de cases de 16 pixels de côté. Vous voyez également que cette grille est composée de 10 colonnes en abscisse numérotées de 0 à 9 et de 7 lignes numérotées de 0 à 6. Cette numérotation va nous permettre de repérer et trouver les coordonnées de n'importe quelle case sur cette grille. Comme tout à l'heure, j'ai rajouté le tileset représentant des murs qui sont virtuels, hein, puisque là ces murs n'interagissent pas avec le joueur pour le moment, il s'agit juste d'un décor de fond. Ici, je rajoute le joueur. Vous voyez que notre joueur, il est également constitué de 16 pixels par 16 pixels. Et j'ai dessiné la boîte en vert autour de lui qui permet de définir ses limites. Pour des raisons pratiques, on va représenter ce joueur par un simple carré vert. Et vous voyez qu'il y a un petit point en haut à gauche. Il s'agit de l'origine de notre sprite.
Cette origine a donc des coordonnées en x et en y que j'ai représentées ici. Vous voyez qu'il s'agit du point A. A représente donc l'origine de mon sprite et j'ai nommé B, C, D les autres sommets du carré qui représentent notre joueur. Ce que nous voyons là est extrêmement important. Il s'agit des coordonnées de chacun des points de notre joueur. Vous voyez que le point A représente l'origine, x et y, et le point B, il est égal à x plus w, c'est-à-dire la largeur de notre carré, moins 1 parce qu'il faut que ce soit ce petit point-là, point en jaune, qui soit repéré. Et ensuite, les coordonnées en y ne changent pas par rapport au point A. Pour le point C, ce sont les coordonnées en x qui ne changent pas. Par contre, les coordonnées en y sont égales à y plus h qui est la hauteur, moins 1 parce que, effectivement, il nous faut le point jaune qui est ici, qui doit être à l'intérieur de notre zone sprite, de notre carré. Le point D, c'est le point le plus éloigné du point A. Il sera égal facilement, c'est facile à comprendre, à x plus w moins 1 et y plus h moins 1. Nous voyons ici notre joueur dans notre scène et ce que vous remarquez, c'est que le point A, il se situe dans une case de la grille qui a pour coordonnées 6, 2. Le point B, ce sera 7, 2. Le point D, 7, 3. Et le point C, 6, 3. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il va falloir qu'on sache en permanence dans quelle case se trouvent nos points A, B, C et D. Regardons maintenant ce qui va se passer au moment des collisions sur une vue simplifiée. On ne va parler que du point B. Ce sera exactement la même chose pour tous les autres points. Lorsque vous allez appliquer une vitesse à votre sprite, par exemple une vitesse égale à 10, cela signifie que votre sprite va faire des sauts de 10 pixels. Il va donc se déplacer dans votre scène par bonds successifs de 10 pixels par 10 pixels. Ici, notre sprite va se déplacer vers la droite. C'est donc le point B qu'il va falloir observer et regarder s'il entre en collision avec un mur que vous voyez représenté ici en rouge. Nous voyons ici, donc pas de chance, notre point B est entré en collision avec un mur. Vous voyez qu'après s'être déplacé de 10 pixels, il se retrouve ici en plein milieu d'une case interdite. Ces nouvelles coordonnées sont x plus w moins 1 et donc plus 10 qui correspondent au déplacement qu'il a effectué. Pour y, ça ne change pas puisqu'il s'est déplacé uniquement sur l'horizontale. Donc ce qu'on va chercher à savoir maintenant, c'est à savoir sur quelle case de la grille se trouve notre point B. Pour ça, c'est très simple, j'appelle ça moi les coordonnées mapx et mapy. Il suffit de diviser les coordonnées x, y de notre point B par 16, puisque les carrés, les cases de notre grille font 16 pixels de côté. Et donc je vous ai mis la formule en bas. Donc on fait coordonnées de x divisé par 16 et on fait ce qu'on appelle un floor, c'est-à-dire un arrondi à l'inférieur pour avoir la coordonnée en mapx. On fait la même chose sur y. Maintenant que nous avons les coordonnées mapx et mapy, il nous suffit simplement, avec l'aide de notre code, de vérifier si cette case où se trouve le point B était autorisée ou non. Si elle n'est pas autorisée, alors il suffit simplement de réajuster la position de notre sprite, c'est-à-dire de le faire reculer un petit peu et de venir le placer exactement contre la case du mur. Pour ça, on utilise ceci, mapx-1, c'est-à-dire qu'on recule donc notre sprite d'une case par rapport à la case interdite. Et vous voyez que notre point B va se retrouver parfaitement contre le mur et non plus à l'intérieur. Je vais soulever ici un petit problème car ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas forcément vrai pour toutes les vitesses. Ici, imaginez que vous ayez une vitesse de déplacement speed qui soit supérieure à la largeur de notre carré, de notre mur. Que se passe-t-il? Au moment où notre sprite va se déplacer, donc d'une vitesse speed, il va faire un bond de x pixels, il va se retrouver exactement
ici, c'est-à-dire de l'autre côté. Il va passer par-dessus, puisque la vitesse est trop grande, donc il fait un bond tellement grand qu'il passe par-dessus le mur. Et effectivement, si on calcule donc la position de notre point B et qu'on compare avec la position des murs par rapport à la grille, on va voir que notre point B n'est pas en collision, ce qui fait que notre sprite va pouvoir passer à travers les murs. Ceci est une situation problématique et donc je vous montrerai une autre technique pour la méthode 1 qui permet justement de valider une collision pour n'importe quelle vitesse. Il est maintenant temps de voir au niveau code comment arriver à gérer ce type de collision et nous commencerons par la méthode numéro 1. Je qualifierai cette méthode de méthode à l'ancienne. Et pour bien comprendre, il faut déjà maîtriser au niveau de votre langage de programmation les tableaux. Les tableaux à une dimension, mais aussi à deux dimensions. Ici, nous utiliserons les tableaux à deux dimensions. Nous allons simplement représenter notre scène de jeu, que vous voyez ici, par un tableau que j'ai appelé map et vous voyez que dans ce tableau il y a des 0 et des 1, les 1 représentant les murs et les 0 les espaces vides, les espaces donc autorisés. Vous me direz ici, ma scène est toute petite et donc il est facile de générer un tableau de cette taille-là. Mais qu'en est-il si votre scène est immense et possède des centaines de cases en largeur et en hauteur? Effectivement, il vous faudra créer un tableau qui sera aussi grand. Donc ça peut poser problème pour faire ça à la main. Heureusement, si vous utilisez un moteur de jeu, il est possible d'utiliser la méthode numéro 1 tout en la combinant avec la méthode numéro 2 et ensuite de générer automatiquement votre tableau. Il ne vous restera plus qu'à supprimer tous les objets mûrs une fois que votre tableau sera généré. Ça, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, je le garde pour moi et nous pourrons en discuter dans les commentaires si vous souhaitez. Il existe également une technique basée sur un tableau à une seule dimension. Pour ça, il vous faudra représenter sur Excel, par exemple, votre map et il vous faudra numéroter chacune des cases de votre grille de 0 à n. Si vous prenez par exemple la case 77 qui est un mur, par exemple, et il vous suffira par un simple calcul mathématique de reformer le couple mapx et mapy. C'est extrêmement simple et c'est juste un simple petit calcul à faire. Ainsi, à partir de votre tableau à une dimension, contenant les numéros de cases où se trouvent vos murs, il suffira d'écrire un petit script qui va prendre ce tableau et le transformer en un tableau à deux dimensions, et le tour est joué. Alors pourquoi s'embêter à faire tout ça alors qu'aujourd'hui on a des moteurs de jeu extrêmement puissants et des machines très puissantes également? Tout simplement, c'est pour ne pas être tributaire d'un système qui est propriétaire. Si vous arrivez à coder par vous-même ce genre de système, vous pourrez exporter votre code et l'utiliser par exemple avec d'autres langages et d'autres frameworks et vous ne serez pas limité et surtout, gros avantage, c'est que vous comprendrez comment ça fonctionne. Je vous montrerai tout à l'heure dans la méthode 2 en utilisant des fonctions propriétaires de GameMaker. Vous verrez que c'est un petit peu obscur et on ne comprend pas vraiment ce qui se passe derrière. Ça fonctionne tout seul, c'est miraculeux, c'est très bien. Mais là aussi, au niveau des performances, les performances sont plus faibles. Mais vous me direz, à quoi bon puisque les machines sont très puissantes? Si vous générez de très gros jeux, les problèmes de performance vont commencer à se poser et c'est un gros souci chez les développeurs de jeux, c'est d'arriver à avoir suffisamment de FPS pour que votre jeu il tourne correctement. Voici maintenant le code que nous allons utiliser. Ce code il est valable pour une vitesse, donc c'est la méthode numéro 1, et il est valable pour la vitesse qui sera strictement inférieure à la largeur des cases de votre map. Donc première chose, il vous faudra déjà détecter les inputs. Donc vous utiliserez, en fonction du système que vous utiliserez des variables qui vont stocker à chaque instant, qui vont détecter s'il y a ou pas un déplacement qui est enregistré si le joueur a appuyé sur une flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas. Maintenant, si par exemple le système détecte un déplacement sur la droite, il va falloir qu'on teste les points B et D, c'est-à-dire les deux points du carré qui sont situés à droite. Pour cela, je vais donc calculer les coordonnées map x et map y pour les points B et D
je vais le calculer par anticipation, avant d'effectuer le déplacement. Donc là, je vous ai montré le calcul que j'ai effectué, donc pour map xb et map yp. Donc on a fait comme tout à l'heure, hein, c'est x plus w-1 plus speed divisé par 16, ça me donne la coordonnée map x du point B, et pour y, pour map y du point B, c'est y divisé par 16. Une fois que j'ai ces coordonnées-là, donc je le calcule pour chacun des points, bien entendu, hein, une fois que j'ai ces coordonnées-là en coordonnées map, eh ben, je vais tester simplement ces points. Je vais regarder dans mon tableau si les points que j'ai obtenus sont autorisés ou pas. S'ils sont autorisés, eh ben, à ce moment-là, eh ben, je vais déplacer mon joueur de la quantité de pixels correspondant à speed. Si par contre ce n'est pas autorisé parce que il y a un mur, alors à ce moment-là, je vais recaler mon joueur en arrière. En fait, je vais diminuer le déplacement de speed, je vais décrémenter speed. Je vais utiliser cette technique-là, x égale mapxb moins 1. Je recale le joueur en arrière sur la grille, sur la case inférieure. Voilà, et mon joueur se retrouve bien parfaitement collé à la case du mur, ce qu'on appelle donc pixel perfect. Et il suffit de faire ça pour chacun des points en fonction des déplacements. Si je me déplace vers le haut, je vais tester les points A et B. Si je me déplace vers le bas, je vais tester les points C et D. Et si je me déplace vers la gauche, je vais tester les points A et C. Alors ici, comme je vous disais, cette technique de la méthode 1 est valable uniquement pour les vitesses inférieures à la largeur de notre grille, c'est-à-dire 16 pixels. Et je vais vous montrer ce qui se passe si on utilise une vitesse plus importante. Vous allez voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la vitesse. J'avais speed égale 2 et je vais mettre speed égale 34, ce qui va permettre de, par rapport à notre map, de passer par-dessus 2 cases. Vous allez voir. Voilà, donc là, je vais lancer le jeu. Et vous allez voir que je vais me déplacer sur la droite et regardez ce qui se passe. Mais je suis passé à travers le mur. Vous voyez, et là j'ai une erreur, forcément, parce que là je suis sorti des limites de mon tableau. Donc comment est-ce que je vais faire là pour pouvoir faire mon test? Au lieu de tester à chaque fois pour des sauts correspondant à speed, si je fais par exemple speed égale 17, là je suis sûr que ma vitesse est plus grande que mon mur, au lieu de tester de 17 en 17 pixels, je vais tester de pixel en pixel, c'est-à-dire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, jusqu'à arriver à plus speed. Et donc à ce moment-là, je suis sûr de ne jamais avoir de problème, parce que si par exemple mon mur est à 4 pixels du joueur, et que ma vitesse est à 17, comme je vais tester plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, je suis sûr qu'à plus 5, il y aura collision. Et donc, ça va me permettre de réajuster mon joueur exactement comme je le faisais dans la technique numéro 1. Donc là, le code est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Il va falloir utiliser une boucle for. On va maintenant tester cette méthode donc, avec une vitesse supérieure à la largeur des murs. Donc, j'utilise speed égale 18. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. On ne passe plus à travers les murs alors qu'on a une vitesse qui est très importante. Bon, là, beaucoup trop importante pour cette map parce qu'il y a des endroits où on ne peut même plus aller parce que ça va trop vite. Donc, conclusion pour cette méthode numéro 1, si vous utilisez des vitesses qui peuvent être très importantes, donc je vous conseille de faire un test en pixel par pixel. Donc utiliser la technique numéro 2, la seule différence avec la 1, c'est qu'on rajoute une boucle for, mais au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Après, si vous êtes certain de ne pas utiliser de vitesse importante, si vous restez sur des petites vitesses, utilisez plutôt la technique numéro 1, parce qu'une boucle for, c'est quand même plus de calcul pour le système que lorsqu'on n'utilise pas de boucle for. Une boucle for, ça va quand même grignoter pas mal de cycles au niveau des performances. Donc il faut, si on peut l'éviter, on l'évite. Voilà. Mais au moins, en tout cas, avec la boucle for, vous êtes sûr que ça fonctionnera parfaitement.
Dernier petit détail, dans le code, on doit recaler la position du joueur. Je vous disais que x est égal, par exemple, à mapxb moins 1. Moins 1, ça peut être aussi plus 1, parce que là, c'est moins 1 s'il se déplace vers la droite. On met moins 1 parce qu'on veut la case précédente. S'il se déplace vers la gauche, la case précédente, c'est pas moins 1, c'est plus 1. Il faut faire attention en fait au sens et à la direction de déplacement du joueur, puisque il ne faut pas oublier que le repère OXY, il est orienté d'une certaine façon. Hein. Donc tout ce qui va vers le bas, c'est positif, tout ce qui va vers la droite, c'est positif, tout ce qui va vers le haut et la gauche, c'est négatif. Donc quand on veut rechercher la case précédente, il faut en tenir compte. Donc maintenant, on arrive à la dernière ligne droite, hein, c'est la deuxième méthode, une méthode qui est, comme je vous le disais, propriétaire, c'est-à-dire qui n'est utilisable qu'avec le moteur de jeu que vous utilisez. Pour ça, il faut connaître la documentation de votre moteur de jeu. Moi là j'ai utilisé pour l'occasion GameMaker, donc il suffit d'aller voir dans la documentation de GameMaker quelles sont les fonctions et méthodes que vous pouvez utiliser pour gérer les collisions. Donc ils en ont plusieurs, et dans notre cas là j'ai utilisé une fonction qui s'appelle PlaceMeeting. Donc on ne peut pas l'inventer, hein, il faut simplement se référer à la documentation. On va écrire le code comme ils le décrivent dans la documentation. Donc ça c'est une syntaxe qui est particulière à votre moteur de jeu. Hein. On ne peut pas forcément la connaître par cœur, sauf si vous l'utilisez souvent. Mais en tout cas, sachez que cette méthode-là, étant donné qu'elle est propriétaire, ce code-là, il est uniquement valable pour votre moteur de jeu, et dans un autre système, ça ne correspondra à absolument rien du tout. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. L'objectif, c'était simplement de vous faire comprendre que avec un code relativement simple, même je dirais très très simple, puisqu'on a utilisé un tableau, qui est chose que l'on peut utiliser dans n'importe quel langage de programmation. On a utilisé une boucle for, donc tous les langages de programmation possèdent les boucles, donc notamment la boucle for. Vous voyez qu'en utilisant simplement ça et en effectuant des tests relativement simples mais logiques, on arrive à gérer les collisions d'un objet, d'un sprite, dans une map, dans une scène de jeu. Voilà. Donc ça permet de comprendre exactement comment ça fonctionne, et surtout ce que j'aime bien, c'est que ce code-là est totalement réutilisable à peu près n'importe où. Enfin, un conseil que je peux vous donner, si vous voulez progresser dans le développement de jeux vidéo, je vous dirais que vous avez tout à fait intérêt à faire des tout petits projets, des projets simples, ne pas vous lancer dans des gros projets où vous risquez de vous noyer. Lancez-vous d'abord dans des petits projets et utilisez par exemple Pico 8, qui est excellent pour apprendre et comprendre comment fonctionne le jeu vidéo. Vous pouvez aussi utiliser par exemple du Lua avec Love 2D, qui est excellent aussi. Et puis sinon, si vous êtes bon en C++ ou en C#, vous pouvez utiliser Redib, le framework Redib, qui est très bien. Et voilà, ça vous permettra de développer vos connaissances et approfondir vos techniques de programmation dans le domaine du jeu vidéo. Et enfin, par la suite, si vous décidez de vouloir aller plus loin dans le jeu vidéo ou développer des projets plus importants et que vous avez besoin de gagner en productivité, c'est surtout ça qui est important, hein, c'est le gain de productivité, là vous pourrez utiliser éventuellement des moteurs de jeu pour aller plus vite, et notamment si vous voulez faire de la 3D, alors là pas trop le choix, hein, il faut passer sur des Godot ou sur Unreal Engine, des choses comme ça. Donc là, vous pourrez facilement passer sur ces supports-là.